cadre du débat public sur l'extension du projet d'extension du port de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité entendre un certain nombre d'experts venant parfois d'autres horizons, pas toujours très lointains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir deux représentants de l'Union maritime et portuaire, donc du Havre. Donc, M. Seguin, qui est le président de l'UMEP, et M. Emanger, qui est le délégué général de l'UMEP. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup d'être venus du Havre, et je vous laisse la parole. Écoutez, merci de votre accueil, messieurs. Tout d'abord, ce que je voudrais signaler, c'est que nous ne sommes pas contre l'extension du port de Dunkerque, bien évidemment. Mais ce que nous considérons, c'est qu'il est extrêmement important qu'il y ait une politique maritime et portuaire du pays qui soit créée. Elle n'existe pas aujourd'hui. Et je crois qu'il faut arrêter le saupoudrage des investissements, quels qu'ils soient, et de façon à essayer de concentrer les projets sur quelques zones qui sont déjà implantées. Nous ne pouvons plus continuer de cette façon-là à saupoudrer les subventions de toutes les parties. Et il est important qu'il y ait cette volonté de créer une politique maritime et portuaire. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une cohésion des territoires et une cohérence des territoires. Sans quoi, point de salut, et il faut impérativement qu'il y ait une répartition, je pense, des métiers par port, de façon à ce que nous ayons une dynamique. Nous ne pouvons plus faire du franco-français. Nous devons être au niveau européen et mondial et créer une politique maritime nationale et européenne. Alors, donc vous pensez, par conséquent, que la façon dont on fait aujourd'hui saupoudre, qu'on disperse un peu les efforts, qu'on disperse trop. Et quelle est la cohérence que vous appelez de vos voeux et la répartition que vous voyez des tâches entre les différents ports, notamment de cette façade-là maritime? Écoutez, regardez exactement quelle est la dynamique des ports français. Le Havre, nous allons peut-être arriver à la fin de cette année, à 3 millions de conteneurs. Je crois que Dunkerque est à plus de 300 000 et Marseille est à 1,1 million. Regardez les autres ports, notamment de ce qui nous concerne, les ports nord-européens et qui ont des densités à 2 chiffres et beaucoup plus dynamiques que nous, puisqu'il y a certains ports qui font jusqu'à 10 millions de conteneurs. Donc, si nous voulons impérativement être fédérateurs et mobilisés, il faut qu'il y ait, pour nous, 1 ou 2 ports, grands ports maritimes sur le territoire français, où il y a des concentrations. Je sais que nos amis dunkerquois, il y a peu de temps, ont dit « mais tu veux notre mort », mais il ne s'agit pas de vouloir la mort des autres ports. Il s'agit de répartir équitablement les trafics et de façon à ne plus se faire de concurrence entre nous. On nous dit qu'on fait des démarches plus pour récupérer les trafics au niveau des ports nord-européens. Je dirais que non, puisque moi je vais vous dire à titre personnel, et on se dit tout, on est là pour cela. Le port de Dunkerque m'a démarché personnellement pour des trafics pour son port, donc conteneurs. Donc il est clair que ça ne va pas, quoi. Et tout cela, je suis désolé de le dire, mais, et j'insiste encore, c'est qu'il faut une politique maritime et portuaire du pays. Nous sommes véritablement à la croisée des chemins. On n'a plus le droit de se tromper. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on fait une politique maritime et portuaire ou jamais. C'est-à-dire que l'État doit prendre conscience de l'enjeu national de cette politique maritime et portuaire. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est terminé. On n'a plus le droit. Terminé. Et je vous dis, c'est un enjeu national. Lorsque vous dites que vous avez été démarché, ça veut dire donc qu'il y a un hinterland commun. Est-ce que vous considérez que vous couvrez finalement le même arrière-pays ou en partie le même arrière-pays que le port de Dunkerque, ou est-ce que vous avez des hinterlands un peu différents? Comment joue la complémentarité? Je dirais, à la fois nous sommes complémentaires et nous sommes différents. Simplement, il ne faut pas raisonner
la France a son hinterland propre. Il faut avoir des ambitions européennes. Nous, pourquoi nous réclamons, nous, en ce qui nous concerne, la Chatière, pourquoi nous réclamons aussi que le corridor ferroviaire atlantique soit fait et soit réalisé? C'est pour aller chercher des marchandises au centre de l'Europe. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut impérativement que l'on sache ce que l'on veut faire et durablement. Voilà. Vous récusez en quelque sorte cette idée qu'il y aurait pour vous la vallée de la Seine et Paris, pour Marseille, la vallée du Rhône et Lyon, et pour Dunkerque, un petit bout de Lille, et puis l'Est de la France. Vous dites qu'il y a un hinterland commun, et c'est de ça dont il faut discuter. Moi, je dis une chose, c'est que si on continue de cette façon-là, on va vers des régionalisations. Les régionalisations sont mortifères, monsieur. Oui, toujours. Voilà. On est toujours dans le portuaire. La régionalisation est mortifère au niveau portuaire. Pourquoi? Tout simplement, c'est que nous allons avoir des combats de baronnies. Vous allez avoir la baronnie des Hauts-de-France, vous allez avoir la baronnie normande, PACA, Loire-Atlantique, j'en pense, c'est des meilleurs. Et puis, en définitive, ça va donner du bien-être et du développement au port nord-européen. C'est pas acceptable, ça. Pas acceptable. Nous, ce qu'on a dit aussi, c'est qu'au niveau administratif, on va au-delà aussi, parce que c'est bien gentil de critiquer, mais il faut avoir des idées, et on essaie d'en avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, administrativement, vous avez 3 façades. Vous avez la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Eh bien, je pense que de toute façon, au niveau de l'État aussi, il faut qu'elle se décentralise sur des ports principaux et qu'il y ait vraiment une dynamique. Mais on ne peut plus faire de la régionalisation. Si on fait ça, c'est clair, dans 5 ans, je peux vous dire qu'on aura tous baissé encore au niveau des volumes. C'est clair et net. C'est un choix. C'est-à-dire que, mais je repose ma question, c'est-à-dire que vous pensez-vous que cette partition, en quelque sorte, entre ce que vous appelez des baronnies, est plus du tout adaptée aux enjeux européens, aux enjeux de la mondialisation? Ah, mais pas du tout. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, on va chercher des noises. Non, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit clair quand même. Hein. Aujourd'hui, la gestion des grands ports maritimes, puisque c'est à quoi l'on parle, c'est tout État. D'accord? Moi, je dis simplement, c'est que l'État doit toujours être le droit régalien, et tout à fait, ça c'est tout à fait normal, mais qu'il y ait moins d'États, plus de régions, puisqu'elles mettent de l'argent dans les grands ports maritimes, et c'est normal, mais aussi le privé. Il faut que le privé ait droit à la parole. Enfin, le privé a le droit à la parole et est écouté, mais il faut qu'il y ait un avis conforme, c'est-à-dire pouvoir de décision aussi. Or, aujourd'hui, le pouvoir de décision, il est exclu du privé. Et il faut impérativement que... mais vous savez, je crois que c'est un chamboulement qu'il faut faire au niveau de la gestion des ports. On ne peut plus rester de cette façon-là dans le statu quo tel qu'il est. Et surtout, l'avenir, ce n'est pas la régionalisation. D'ailleurs, moi, je l'ai crié déjà haut et fort, je l'ai même écrit. L'argument du port de Dunkerque, pardonnez, on va essayer de faire argument contre argument. C'est pas nos arguments de la commission, c'est les arguments qu'on a entendus. Hein, vous comprenez bien, c'est de dire en gros, nous les parts de marché, on va les chercher d'abord. Tout ça va croître, donc on va en prendre un petit peu. On va les chercher un petit peu beaucoup sur les Hauts-de-France, un petit peu sur la région parisienne, pas exactement au même endroit que Le Havre, et puis un petit peu sur Lorraine, Alsace. Et puis éventuellement un peu. Et donc finalement on ne mange pas la laine sur le dos du port du Havre. Comment vous répondez à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous contestez cet argument? Est-ce que vous... Non, mais écoutez, de toute façon, le fret, il appartient à tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que de toute façon, je ne vois pas, moi, l'intérêt de faire des comment dirais-je, des infrastructures importantes, alors que vous avez, par exemple, sur le Havre, je discute pour le Havre, vous avez Port 2000 qui a été créé, qui existe déjà depuis 10 ans et qui demande qu'à se développer. Et je ne vois pas pourquoi on continuerait pas à développer ce port-là pour la façade Manche-Atlantique
et comment dirais-je, et Fos et Marseille, ça c'est pour la Méditerranée, mais tout en sachant que de toute façon, tous les autres ports ont le droit de citer et ont le droit de se développer. On a vu très bien que Dunkerque a récupéré un port méthanier et que nous, on ne l'a pas eu. Et ben, très bien, parfait, terminal méthanier. Et ben, parfait, c'était très bien. Chacun mène. Mais ce que je veux dire, c'est que l'évolution du conteneur, plus particulièrement, doit être faite sur des axes principaux portuaires. Oui, j'ajouterais quand même qu'on a besoin de renforcer déjà ce qui est existant, à savoir Le Havre, mais aussi Rouen et l'ensemble de l'axe Seine pour ce développement. On assiste également là quand même aussi, nous, vous le savez bien, avec une certaine inquiétude au développement du canal Seine-Escaut, puisqu'il faut vraiment l'appeler par son nom et pas vraiment Seine-Nord-Europe. Oui, clairement. Là, c'est vraiment notre sentiment. Et on a des ports aujourd'hui qui sont, comme le disait Michel Seguin, spécialisés et spécialistes. Nous sommes des spécialistes du conteneur. On a, pas uniquement, bien sûr, mais nous sommes en tout cas le premier port français sur le trafic conteneur. Quoi ajouter sur le développement de Dunkerque? Non, le port de Dunkerque n'a pas caché aussi vouloir concurrencer le port du Havre. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Maintenant, la concurrence, elle peut être tout à fait libre et saine, on l'entend bien, mais on souhaite déjà pouvoir combattre à armes égales avec nos principaux concurrents qui sont les ports belges et hollandais. Et pour ça, on a besoin d'investissements sur quelque chose qui est existant, qui est le corridor, enfin qui est l'axe Seine. Et on a besoin de faire et de renforcer ce corridor West Flows, est-ouest, Manche Atlantique vers l'Allemagne, plutôt qu'un renforcement actuel de ce qu'on appelle la banane bleue sur ces trafics massifs du nord vers le sud. Et avoir une cohérence territoriale nationale, c'est important, mais aussi une cohérence territoriale au niveau européen. Et le développement de ce corridor ouest-est nous paraît tout à fait répondant aux besoins stratégiques de la France et des clients. Il faut dire aussi, c'est que je suis président également de la Fédération des communautés portuaires de l'axe Seine. Fédération qui a été créée il y a presque 2 ans maintenant. Hein. Donc nous, il faut savoir exactement ce que veut le pays. Je me répète peut-être, mais je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'enjeu est tellement majeur. On parle aujourd'hui du commerce extérieur. Le commerce extérieur va pas bien, il y a des déficits, mais personne ne se pose la question au niveau des ports et de l'entrée et des flux et des sorties des flux. Et c'est quand même assez pitoyable pour un port, pour un pays, pardon, qui est un pays qui a des surfaces maritimes telles qu'elle les a. Ça manque d'audace, ça manque d'ambition et ça manque de cohérence et de cohésion. Aujourd'hui, vous avez un ministère de la cohésion des territoires. J'ai posé la question qu'il fallait intervenir auprès de M. Mézard. Une députée aussi l'a fait sur le Havre. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas contre Dunkerque ou contre d'autres ports, mais on nous a dit qu'il s'occupait surtout de la ruralité. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être aussi s'occuper de la cohésion des ports. Et je crois que c'est très important, et on l'a même rappelé à Madame Borne, enfin, en ce qui me concerne d'ailleurs. Une stratégie nationale, bien évidemment. Ce qu'on entend à propos du port du Havre, c'est des difficultés en termes de report modal. Beaucoup de camions et finalement pas beaucoup de fluvial ni de train. Alors je pense que pour le train, la modernisation de Serqueux-Gisors va permettre un certain nombre de choses. Mais comment est-ce que le port du Havre finalement entend résoudre ces problèmes de desserte de l'Interland par report modal en fait, sachant que finalement Dunkerque dit à l'appui de son projet
Nous, on est bon en ferroviaire, on est bon en fluvial. Donc comment vous pouvez vous améliorer? Oui, écoutez, oui, c'est tout à fait juste qu'on a des améliorations à faire de ce côté-là, et c'est sur ces axes-là aussi que nous nous battons, puisque effectivement, vous rappelez qu'on est à 89% de flux routiers, et qu'il faut impérativement développer le fluvial et le ferroviaire. Et c'est pour ça que nous réclamons l'accès direct fluvial à Port-de-Mille, de façon à aussi décongestionner cette partie. D'ailleurs, c'est pas opposé, là vous voyez aussi, ça c'est un débat, c'est pas opposer la route contre le ferroviaire ou contre le fluvial, puisque même les fédérations de transporteurs routiers sont tout à fait favorables également à la, comment dirais-je, à l'accès fluvial direct à Port-de-Mille. Parce que là encore, vous allez dire qu'on c'est l'avocat du diable, mais c'est parce qu'on entend ces arguments, donc on se permet de vous les... En gros, on dit, depuis le débat, depuis Port-de-Mille, en gros, l'argent a ruisselé. Pardonnez-moi, l'argent a ruisselé sur le Havre. Que n'avez-vous fait tous ces investissements nécessaires à l'intermodalité? Est-ce que vous avez une idée des sommes qui ont été investies récemment sur le port du Havre? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait investir pour parvenir à quelque chose qui correspond aux objectifs que vous avez énoncés? Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi le fait d'investir sur Dunkerque serait finalement un problème ou un obstacle à des investissements qui pourraient se faire sur le Havre? Vous voyez, ma question est à 3 niveaux, c'est-à-dire finalement, est-ce que vous avez bien utilisé, ou est-ce que vous avez des autocritiques à faire, ou est-ce que des regrets, ou est-ce que vous avez, au contraire, vous pensez finalement que tout ça a été velléitaire, qu'on n'a pas été jusqu'au bout, qu'on n'a pas... Bon, finalement, on dit ça. On dit, le Havre, ils ont eu leur chance, leur tour a passé, ils ont été bien servis, et puis on s'aperçoit aujourd'hui, effectivement, que c'est pas fini. Voilà. C'est un argument qu'on entend assez couramment. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça, sans vouloir opposer les uns aux autres, mais simplement pour purger les querelles qui traînent. Messieurs, je vais vous dire, je suis pas là pour polémiquer et puis pour bon. Vous savez, le passé, c'est le passé. Moi, je regarde pas dans le rétroviseur. J'essaie d'aller de l'avant et de continuer à essayer de développer le port du Havre et les ports français en définitive. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique France des ports. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous, on a besoin de la Chatière, c'est 150 millions. Des postes 11 et 12, c'est à peu près les mêmes sommes, 150 millions, fait 300 millions. 11 et 12, vous pouvez nous réexpliquer? Les postes 11 et 12, c'est-à-dire c'est terminé le port de Mille, en définitive. On dit postes 11 et 12, excusez-nous, c'est notre jargon. Parce qu'il y a les premiers. Ouais. Et donc, de façon à terminer port de Mille, qu'on le termine définitivement, qu'on arrive à avoir quand même un port 2000 qui soit réalisé dans sa totalité de ses infrastructures. Il faut savoir que tout au départ, il devait être prévu une infrastructure d'évacuation fluviale du fret. Donc tout cela est extrêmement important. On a, en définitive, différents projets qu'on a fait. On a fait un plan stratégique à 2050. Bon, maintenant, vous savez, je vais vous dire, tout cela revient toujours. J'en suis désolé, peut-être que c'est un peu redondant, mais il faut savoir exactement ce que l'on veut. Et aussi, effectivement, Benoît Hémeringer a raison, c'est-à-dire que si on écoutait un peu plus le privé aussi dans la gestion des ports, ça éviterait certains aléas et on pourrait, comment dirais-je, continuer à aller de l'avant et de façon plus rationnelle. Donc vous avez dit 150 millions pour la Chatière, 150 millions sur 11 et 12. En gros, vous avez... pardonnez-moi, tout ça est un peu fait rapidement. Vous avez besoin de 300-400 millions pour finir, pour aller jusqu'au bout du bout. C'est ça. Je pense pas que ce soit forcément le débat de savoir, à mon sens. Si, parce que je vous dis ça parce que ce qu'on entend, c'est pas forcément ce qui est juste. C'est simplement pour répondre. Non mais attendez, moi je vous parle, qu'on va mettre à Dunkerque. Je vous parle de Port de Mille, moi, oui. D'accord. Je vous parle de Port de Mille. Bon, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait une volonté politique au niveau des infrastructures ferroviaires.
là aussi, il y a un véritable problème. Il faut que la SNCF, à un moment donné, puisse s'occuper un peu plus du fret qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, et qu'on ait le corridor atlantique qui soit fait, comme je vous l'ai dit en préambule de la conversation, sur l'axe allemand et qui va jusqu'au centre de l'Europe. Hein. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est une vision globale et qu'on ne peut pas, dans son coin, chaque région, sortir un projet et c'est fini, ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une politique nationale et ensuite découle par région, bien sûr, les infrastructures qui découleront de ça. Parce qu'un expert nous disait que dans le débat public de 2006, sur les prévisions de trafic de conteneurs, on était au Havre en prévision ou annoncé à 6 millions d'équivalent 20 pieds. Or, on est aujourd'hui à combien? De 5, de 6, de 8, 3 On était à fin 2016 à 2,6 millions. On va vraisemblablement fleurer les 3 millions cette année. Alors, comment vous expliquez cet écart? Comment vous expliquez que... mais est-ce que c'est par tous les retards que vous dites, c'est-à-dire les insuffisances de la politique globale, les insuffisances de la politique ferroviaire? Est-ce que là réside l'explication du fait qu'on a été sur des prévisions? Alors là, la question, la pierre, si je peux dire, elle est dans le jardin du port de Dunkerque, parce qu'on nous annonce aussi des croissances de trafic. On dit, mais regardez, au Havre, on a prévu 6, on est à 3. Qu'est-ce qui explique ce différentiel le différentiel, je pense que c'est... Il y a une volonté... jusqu'à présent, il n'y a pas de volonté de faire développer les ports français. Regardez, si vous n'aviez pas eu Antoine Ruffnac et puis le président Chirac dans les années 95, rien ne serait fait. Et le Havre n'aurait pas la situation qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire le premier port du commerce extérieur français. Il serait relégué encore en plus dans le plus bas, dans l'échelon du classement des ports. Ça, c'est extrêmement important, d'où il faut véritablement de l'audace et une vision. Il n'y a plus, depuis 10 ans, sur le Havre, il n'y a plus de vision. Et je dirais que même sur les ports français, il n'y a plus de vision. Donc, à un moment donné, il ne s'agit pas de s'opposer. Moi, je ne me pose pas aux gens de Dunkerque et autres. Il faut qu'on se mette autour d'une table avec l'État, les régions et puis le privé et qu'on décide déjà d'une politique avec l'État, d'une politique nationale portuaire et de voir exactement comment fait-on pour récupérer des flux. Alors, effectivement, vous savez... Quand vous aviez, il y a peu de temps encore, simplement, la gestion des ports était faite par un secrétariat d'État au transport. Quand on sait ce que c'est qu'un secrétariat d'État au transport, c'est un secrétariat qui est au fin fond de la hiérarchie gouvernementale. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, il y a un ministre. Bon. Mais en définitive, ce qui décide de tout, c'est Bercy. Donc on sait très bien aussi que Bercy, c'est ramasser un maximum d'argent et en sortir peu. Alors, si vous n'avez pas de volonté de politique de développement des ports, ils sortent pas d'argent. C'est tout simplement ça. Moi, je peux vous dire une chose. J'étais stupéfait il n'y a pas longtemps que je suis président de l'Union maritime et portuaire. C'est mon premier mandat. Et ça fait 2 ans maintenant. Moi, je peux vous dire, c'est que même au niveau de Bruxelles, la France est en dessous de tout. Et qu'il y a un grave problème aussi. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Bon, il n'y a plus d'argent en France, mais il faut aller chercher l'argent. Et ce que je veux dire, c'est qu'à Bruxelles, si on n'a pas de relais suffisant à Bruxelles pour, comment dirais-je, développer les infrastructures et aller chercher les subventions ou les prêts bonifiés, eh bien, c'est ce qu'a fait là aussi, c'est ce qu'on a fait, nous, l'Union maritime et portuaire, avec le président Morin, au niveau de la task force avec la Normandie et avec l'Île-de-France également. Et c'est extrêmement important de chasser en meute, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais là, il faudrait qu'on chasse en meute au niveau français. Il faut absolument qu'on arrive à ne pas s'opposer, mais à chasser en meute au niveau du pays pour l'intérêt des ports français.
Je vais revenir, moi, je souhaite revenir sur un point que vous avez évoqué, notamment sur cette opposition, ou du moins cet avantage du port de Dunkerque sur le transport massifié et sur le fluvial en particulier, qui représente, alors je ne sais pas, c'est peut-être, vous aviez dit, 30% du trafic, hein, 30% aussi de combien de VP, on parle de 300 000 EVP. Et c'est évident que si le port du Havre avait 300 000 EVP, on ferait bien mieux que 11% de transport en mode massifié. Donc pour moi, cet argument ne tient absolument pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors, faut-il créer un port pour ça et se rendre compte au terme de 2,5 millions de VP, ce qui est annoncé en fait dans les objectifs, hein, sur ces projets, hein, sur le projet Atlantique-Baltique. Est-ce qu'il faut créer un port pour ça, pour finalement, après, derrière, se retrouver avec d'autres problèmes de congestion, avec un canal Seine-Nord qui est limité en termes au niveau du gabarit et des hauteurs, on le sait très très bien. C'est un projet qui est annoncé à 5 milliards, qui a été évalué par d'autres personnes à 7, voire 8. On le sait très bien aussi pour des questions de hauteur. Donc, terminons déjà ce qui existe, à savoir l'axe Seine. Ça, c'est notre sentiment. Et après, concentrons aussi d'autres efforts. Mais il y a des efforts aujourd'hui qui doivent être concentrés sur nos ports et sur notre port. C'est que le canal Seine-Nord, après avoir été gelé, dégelé, maintenant je dis que ce projet, il vit sa vie. Bon, ouais. Et nous, il vit sa vie, et ce qui nous importe, pour nous, c'est l'axe Seine, et aussi, je vous l'ai dit, je le répète, le corridor ferroviaire, les corridors ferroviaires. Bon, tout ça, c'est extrêmement important, et que, de toute façon, vous voyez, pour Canal Seine-Nord, je ne sais pas, moi, je n'étais pas aux affaires à cette époque-là. Est-ce qu'il y a eu des concertations avec les autres régions? Est-ce qu'il y a eu une concertation nationale sur le fait, au niveau portuaire, comment on allait organiser cela? Voilà, c'est ça, tout ça, ce qu'il faut qu'on voit et qu'on réfléchisse à cela. C'est-à-dire qu'il ne faut plus jouer dans son camp. Et il faut qu'on chasse en meute. Et véritablement, nous sommes à la croisée des chemins. Véritablement, j'insiste lourdement, mais on est à la croisée des chemins. On n'a pas le droit de se tromper. Pour les générations futures, même pour les jeunes, comment voulez-vous donner aux jeunes l'envie d'aller sur nos métiers, de tous nos différents métiers, si vous n'avez pas une vue globale et une vue d'ensemble et de savoir exactement où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et en combien de temps. C'est ça qui est important. Et je pense que nous, en ce qui nous concerne, la Fédération de l'Union maritime et portuaire, nous représentons quand même 600 entreprises, 22 000 salariés, plus l'industrie allo-portuaire, ça fait 32 000 salariés, et avec l'axe Seine, c'est plus de 1100 entreprises pour 60 000 salariés. C'est extrêmement important. Alors pour tous les autres développements qu'il peut y avoir dans les régions et ainsi de suite, il faut y aller à fond, il n'y a pas de problème. Mais il faut continuer à développer aussi les ports, mais pas de façon anarchique. Oui, une remarque et une question. Monsieur Emriger a évoqué là, à l'instant pour le canal Seine-Nord-Europe le problème des barges à 2 couches de conteneurs. Finalement, est-ce que le problème ne se pose pas aussi pour l'accès à la Seine en amont d'Urban? Mais je voudrais revenir sur la question de l'extension du trafic de conteneurs. Le port de Dunkerque se base sur le fait que le trafic de conteneurs va doubler d'ici en gros 2035 et c'est pour ça qu'il souhaite avoir une part d'un gâteau qui ira croissant et qu'il estime, à tort ou à raison, que finalement ça ne se fait pas au détriment du Havre. Est-ce que vous avez, vous, la même perspective de développement du commerce international conteneur, sachant que certains disent, certains experts, disent oh, c'est pas si évident que ça, parce que bon, il y aura toujours une croissance dans les années qui viennent, mais peut-être pas avec le même taux qu'il y a eu ces dernières années. Donc, est-ce que vous avez des prévisions de croissance au niveau de l'Union maritime et portuaire qui convergent un peu sur finalement
un doublement du trafic conteneur d'ici 2035. Vous savez, moi, je vais vous dire, il faut toujours être très modeste sur les chiffres que l'on annonce et ne pas faire de l'esbrouf sur des chiffres qu'on ne sait pas tenir ou autre. Toujours est-il, c'est que quand vous regardez la part de la croissance du transport maritime ne cesse d'augmenter dans le monde. Il faut être très, très, très clair là-dessus. Bon. Et aussi, vous savez, les armateurs sont des gens qui sont, apatrides et qui vont dans les ports où ils sont servis le plus rapidement possible et où ils ont la navigabilité la plus facile. Bon, ça c'est très clair. Aujourd'hui, moi je pense que de toute façon, nous devons avoir des ports de plus en plus importants avec des investissements de plus en plus importants compte tenu de la taille des navires aussi. Et donc on le voit bien aujourd'hui, il y a des armateurs qui sont en train de commander 20 conteneurs de 22 000 TEU. Et tout cela, il faut s'adapter aussi à ces nouvelles générations de porte-conteneurs. Donc je pense que en saupoudrant sur tout le territoire, enfin pas sur tout le territoire, mais sur beaucoup de places portuaires des terminaux à conteneurs est une mauvaise analyse. Je pense que de toute façon, il faut se fixer sur des ports qui soient dédiés sur chaque façade ou sur façade maritime. Nous en préconise deux. Des spécialistes en conteneurs, mais pas uniquement. Tout le monde peut faire d'autres trafics. Les chiffres que vous évoquez ont été avancés en tout cas par l'OMI. Il ne nous appartient pas après derrière de juger voilà, le travail de ces experts. Vous pensez quand même qu'il faut d'autant plus cette cohérence que la croissance, elle est pas sûre qu'elle n'aura pas lieu, mais il est possible, il faut jouer, les marges sont pas si importantes que ça. Non, si les marges sont très importantes, mais vous savez, d'accord, mais ce que je veux dire simplement, c'est que vous savez, vous devez être de plus en plus performant et avoir la qualité d'accueil pour les navires nouvelle génération les plus performantes. Et donc, ne pas cibler. Et je pense que de toute façon, on ne peut plus se disperser comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et il faut centraliser sur des ports existants et terminer l'existant. Alors, quelle serait cette répartition? Et surtout, comment on en déciderait? C'est-à-dire, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on pourrait se mettre autour d'une table. On pourrait se répartir de façon plus intelligente et plus opérationnelle la croissance et la spécialisation des trafics. Ah mais il faut. Moi, je pense que. Est-ce que ça veut dire que il faut plus de conteneurs du tout? Le Havre et Marseille font tout. Non, on n'a pas dit que Marseille. Comment vous répartissez? Mais vous savez, moi je vais vous dire, moi je suis pas ministre, ça se saurait. Et le fait c'est que la politique maritime et portuaire, on peut y apporter notre pierre à l'édifice, parce que là aussi, il est clair que on va dire que la faillite des ports français, c'est une faillite collective. Il n'y a pas plus une personne que d'autres, le privé, tout le monde et le public sont responsables de cette situation-là. Mais je pense qu'il faut impérativement se bouger et sur un avenir très proche. Par contre, j'ai oublié... Votre raisonnement, si je peux me permettre cette fois-ci, non pas ce compliment, mais il est cohérent. Vous dites en gros, on privilégie la banane bleue, c'est-à-dire l'Europe-Riche, le ruissellement de cette Europe-Riche sur le reste, au détriment de l'axe ouest-est, c'est-à-dire l'axe franco-allemand ou franco-français, enfin déjà responsable franco-français. Première erreur stratégique, en tout cas première erreur stratégique du point de vue de la France. Et comme on n'a pas cette vision-là du développement de cet axe-là, on n'a pas de cohérence portuaire, on n'a pas de répartition. Est-ce que c'est ça exactement votre... Oui, d'autant que notre hinterland est commun. Non, mais c'est pas vrai qu'on peut segmenter comme ça, ou plus exactement, le segmenter, c'est faire c'est reproduire de la baronnie d'Ancien Régime. En gros, donc, une erreur un peu stratégique sur la vision géopolitique, une erreur
une insuffisance de politique et de cohérence et une erreur de perception sur ce que sont les hinterlands. À partir de là, vous dites, à la fois il faudrait, parce qu'on pourrait ajouter, il faut une stratégie européenne. Oui. Une stratégie européenne, une stratégie française, une cohérence. Oui. Est-ce que c'est ça votre raisonnement ? Tout à fait, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, regardez au niveau des ports. Je crois qu'il y a M. Juncker qui a décidé que les ports étaient stratégiques et qu'il ne fallait pas continuer à les vendre à des pays tiers. Je ne cite aucun pays, d'accord ? Donc voilà lesquels. Donc, et le fait est, c'est que, très bien, parfait, mais de cela va vraisemblablement découler aussi d'une politique maritime et portuaire européenne, qui n'existe pas non plus à l'heure actuelle. Et il faut quand même que nous, il ne faut pas oublier qu'il faut que nous soyons en ordre de marche avant les autres et de façon cohérente, parce qu'autrement, on risque de se retrouver avec des sachants, soi-disant, qui, par le volume de fret, commandent tout le range nord européen, y compris Dunkerque, y compris nous, et voilà. Donc, il faut, vous savez, voilà, c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure de dire. Comment faire ? Eh bien, vous savez, à un moment donné, on dit il faut faire des réunions, des grandes messes, je ne sais pas comment on appelle ça, pas des assises, mais des grenelles ou des choses, des grands mots. Là. Mais il faudrait le faire pour le portuaire. Vous savez, nous, on n'est pas très nombreux. Hein. On peut quand même se parler, et on se parle, et faire une sorte de Grenelle portuaire, et de façon à aider les politiciens à trouver une politique. Parce que les sachants, en définitive, c'est pas dans les cabinets ministériels et autres, c'est quand même nous, dans les ports, qui savons quand même en principe. Hein. Et comment ? Oh, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que il faut impérativement que le privé aussi se montre de plus en plus et n'ait pas peur d'intervenir à tous les niveaux et fasse du lobbying. On a manqué aussi le privé de lobbying vis-à-vis des territoires de Paris, vis-à-vis des territoires, vis-à-vis de l'Europe surtout. Et donc on a un retard important et qu'il faut combler. Mais c'est pas en opposant les uns et les autres. Il faut qu'on ait une politique maritime France, avec Dunkerque et tous les grands ports maritimes dignes de ce nom. Et il ne s'agit pas d'être en concurrence, ça serait complètement ridicule, mais de savoir, de se poser et de réfléchir à vraiment une stratégie globale. La loi de 2008 a créé des conseils de coordination interportuaire, donc pour la Méditerranée, pour l'Atlantique, où je ne sais pas ce qui s'est passé, pour la Seine, donc confortée en plus par le GIE Aropa. La Méditerranée donc a créé Medlink et puis s'est vu ces derniers mois conforté par un conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin... Donc vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, les trois façades Méditerranée, Atlantique, Manche. Vous n'avez pas dit Manche-Mer du Nord. Est-ce que vous pensez que Dunkerque aurait dû faire partie du Conseil de coordination interportuaire Seine ? Alors c'est bien qu'il s'appelle Seine, donc il n'avait pas franchement sa place à ce moment-là. Mais s'il s'était appelé Manche-Mer du Nord, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu régler des problèmes par ce biais-là ? Je ne peux pas vous répondre à cela, monsieur. J'ai pas de... Je sais pas. Non, parce que ça serait un Grenelle portuaire partiel. Mais vous savez, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut arrêter, c'est de faire des usines à gaz. Hein, excusez-moi l'expression, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et d'arrêter les superpositions et autres. Il faut faire des choses rationnelles. Moi, je le dis très honnêtement, pour la direction des ports, pour la gestion des ports. Lorsqu'on dit qu'il faut moins d'État, plus de régions, plus de privés, je pense qu'il faut s'orienter vers des... Ça ne se fera peut-être pas, mais je pense qu'on devrait s'orienter vers des sociétés d'économie mixte des ports. Et de façon à pouvoir mettre tout le monde, tous les décideurs ensemble, et de faire des développements cohérents avec le privé qui pourrait avoir un avis conforme dans la gestion des ports et autres. Nous sommes dans des gestions de ports qui sont archaïques.
qui sont dépassés. Et il faut avoir un nouveau système. Voilà. Et c'est urgent de le faire et de le trouver. Alors, c'est une idée. Hein. Je n'ai pas dit que j'avais raison. Hein. Mais il faut avoir des idées dans la vie. Donc, c'est une des idées. Je n'ai pas dit que j'avais raison. Mais ça fait partie du débat. Ça fait partie des échanges qu'on doit avoir et qu'on doit avoir avec les autres ports et trouver une solution à cela. S'il y avait eu des sociétés d'économie mixte, est-ce que vous ne pensez pas que le port de Dunkerque aurait souhaité de la même façon pouvoir se développer, notamment pouvoir se développer sur le marché des conteneurs? Non, mais attendez, monsieur. Le fait c'est que moi, j'en reviens toujours à la même chose. Il y a eu une volonté politique à un moment donné du gouvernement français de faire du port du Havre un port où on réceptionne un maximum de conteneurs. Malgré que ça ne soit, et on voudrait que ce soit beaucoup plus, à 2,6 millions, nous faisons quand même 2,6 millions et nous sommes quand même le premier port à conteneurs et du commerce extérieur français. Ça a été fait dans ce sens-là. Et pourquoi ne pas continuer à développer ce qui a été entrepris il y a 10 ans? Pourquoi ne pas le faire? Et ce que je veux dire, c'est que pourquoi aller mettre en plus des trafics supplémentaires qui risquent de nous concurrencer également? Parce qu'à la finale, ça sera cela. Il ne faut pas se leurrer. Hein? Et donc, nous serons en concurrence. Je suis désolé. Et à partir de ce moment-là, ça n'est pas acceptable. Bon, c'est le Havre qui a été choisi parce que le dynamisme des gens a fait en sorte que, et d'un président de la République de l'époque, qui a été séduit par ce qu'on lui a dit et qui a décidé de cela, bon, ben voilà, mais on ne va pas s'arrêter au milieu du gué, ou alors à ce moment-là, c'est que l'argent du contribuable, on le dépense comme on veut, et on le fout par la fenêtre comme on veut. Eh bien non, ce que je veux dire, on continue des choses, et d'abord on les termine, et puis ensuite on voit au niveau du développement comment on fait. Mais on ne le fait pas de façon anarchique, on le fait de façon raisonnée et de façon durable pour le bien des territoires. Hein? Oui, c'est bien le sens du propos, c'est terminer, je me répète encore, l'existant, l'axe Seine. Terminons ce qui existe, des axes naturels d'ailleurs. Terminons-les. Et puis après, les autres sur les développements, quand je dis les autres projets, hein, parce qu'il n'y a pas que Dunkerque, il y a bien d'autres projets et autres, eh ben, ils doivent aussi, bien sûr, vivre leur vie. Et notre but, bien sûr, c'est pas du tout de les empêcher. Mais concentrons en tout cas les efforts et observons un rétro-planning cohérent au niveau d'une stratégie nationale. Voilà, mais donc, si on essaie de décrire ce que pourrait être cette spécialisation ou cette répartition des rôles, etc., c'est-à-dire qu'est-ce qui reste ou quelle est la vocation naturelle, d'après vous, et sans vous mettre à leur place et leur donner des conseils, etc., mais qu'est-ce qui reste du point de vue pour le territoire dunkerquois? C'est-à-dire quels sont les axes de spécialisation, les axes de progression, comment s'organise cette répartition que vous appelez de vos voeux? Monsieur, c'est pas moi qui vais vous dire la stratégie qui va être faite aujourd'hui, alors qu'il n'y en a pas. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'elle soit créée, cette stratégie. Et il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute. Il ne faut pas qu'on ait des projets qui soient concurrents des uns des autres. Il faut y aller dans l'ordre, et il faut avoir de l'ordre et de la méthode, et de savoir exactement ce que l'on veut faire. Bon, et moi, ce que je souhaite, c'est que, vous savez, le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas avoir des idées non plus simplistes, et je ne dis pas que c'est simpliste parce que c'est le conteneur, et puis qu'on voit qu'il y a des progressions, et puis que c'est le fromage, et puis que tout le monde veut se prendre la part de fromage. Mais ce que je veux dire, dissocier, nous ne sommes pas une île, la France, hein. On a quand même des infrastructures et on ne peut pas avoir tout un tissu de ports. Nous, on a été très clair. Il y a 7 ports ou 8 ports, grands ports maritimes en France. Bon, c'est beaucoup trop. Bon, c'est un point de vue. Bon, maintenant, on va bien voir ce que ça va donner au niveau gouvernemental et comment ça va être articulé et comment ça va être décidé. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut plus travailler de cette façon-là. Et c'est pas bon pour le territoire d'avoir une multitude de projets qui risquent à terme d'être en concurrence avec les uns avec les autres. Mais est-ce qu'il y a des
pardon l'expression, des niches, des éléments de spécialisation, même dans le conteneur, Alors, qui pourraient correspondre mais plutôt aux points forts mais- des uns, aux points faibles des on parle autres. du conteneur. Vous voyez, on parle en général, mais peut-être On parle qu'il du faudrait... conteneur essentiellement, mais vous avez des ports où il y a des niches et puis qui doivent conserver leurs niches. Bon, et tout cela, ça paraît de toute façon très, très, très cohérent. Mais vous savez, je pense que à la fois, on se pose beaucoup de questions, on fait beaucoup de réunions, on fait beaucoup de rapports en France. Par les parlementaires, je ne sais plus combien, et en définitive, il y a beaucoup d'assises, il y a beaucoup de ceci, beaucoup de cela, et en définitive, on débouche sur quoi? Rien. C'est-à-dire, depuis 10 ans, c'est l'immobilisme total. Donc, à un moment donné, il faut peut-être faire moins de réunions, et puis se concentrer sur l'essentiel, et puis d'avoir vraiment une volonté politique pour avancer. Oui, et puis faire ça en face à face. C'est Mais aussi voilà. sans passer par X, en effet. Sans passer. Et puis, vous savez, moi, je vais vous dire, monsieur, je suis pour les circuits courts. Moi. Oui. Hein je suis pas pour les usines à gaz et je suis pas pour les circuits longs. Alors, donc, quel est le Ouais. dialogue qui existe entre... Alors, cette fois-ci, non pas le port Mais du PMD et le port du Havre, mais entre les communautés portuaires. Comment les communautés portuaires du Havre et de Dunkerque, enfin, avec un rapport de force qui c'est pas les mêmes ports, mais comment se parlent-elles? Comment pourraient-elles construire et dans quel espace cette concertation, cette spécialisation, cette division des tâches? Je comprends évidemment que les gens de Dunkerque, qui sont un territoire qui a souffert de toute une série de raisons, sur lesquelles je ne veux pas revenir, chacun porte, pardon l'expression, chacun porte sa croix. Enfin bon, donc, qui disent on veut se greffer sur des parts de marché qui par ailleurs, dont ils estiment qu'elles sont croissantes. Enfin, donc comment, plutôt que de faire tous ces comités Volapuc dont parlait le général de Gaulle, ces missions, etc., comment on peut faire donc pour une négociation assez directe qui se répartirait, non pas parce que c'est pas non plus dans la planification soviétique, hein, c'est pas ça, mais quand même pourrait se répartir un peu les rôles, aller ensemble à la négociation à l'Europe, aller à la négociation avec les armateurs, à la négociation avec les chargeurs, enfin, vous voyez, sinon faire du Yalta parce que c'est pas ça dont on parle, c'est fini ça, mais quand même, voilà. Donc comment on peut imaginer que ça se parle, que ça se coordonne, que ça se spécialise, que ça conforte les points forts des uns, des autres, que ça soit complémentaire. Comment vous imaginez ça? Nous, on a aussi, il faut être honnête, on a aussi notre part de responsabilité, je le dis aussi au niveau du privé, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas assez non plus, ce que je veux dire, il faut être très clair. Nous avons des unions maritimes et portuaires, effectivement, avec lequel je tiens d'ailleurs, c'est le président, c'est Jean-Charles Le Gall, avec qui on s'entend bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout cela, il faut renforcer tout cela. Hein, et c'est d'avoir une stratégie aussi des unions maritimes et portuaires digne de ce nom, et puis qu'on puisse être l'interlocuteur du gouvernement et des régions, et qu'on puisse dialoguer dans un prochain débat qui pourrait être le Grenelle portuaire, mais j'arrive pas à retrouver l'autre mot, mais ça va me revenir. Mais voilà, donc il faut impérativement qu'il y ait, qui sorte rapidement une politique qui soit faite avec les privés. Parce que de toute façon, c'est pas un débat seulement entre des acteurs économiques. Quand on discute avec le grand public, quand on va sur les marchés, sur les places publiques, dans les gares, ça, les gens disent ça. Enfin, une série de gens disent ça. Ils ne comprennent rien à la façon dont tout ça se répartit. On devrait avoir une spécialité ou plusieurs sur Dunkerque, des points pour observer. Est-ce que c'est du vrac? Est-ce que c'est du produit frais? Est-ce que sais-je? Enfin, bon. Et puis le ferry, la question se pose entre Dunkerque et Calais. Est-ce que tout le monde doit faire du ferry? Est-ce que vous avez une vision comme ça de la nécessaire répartition des efforts, y compris des efforts d'investissement public? On a des idées, oui, mais il faut qu'on en débatte avec les personnes, les professionnels, et puis qu'on adapte une stratégie, oui, bien sûr. Est-ce que pour l'Europe, est-ce que vous avez porté également ce type de proposition au niveau européen, ou est-ce que mais monsieur, je vais vous dire. Ouais. D'abord, commençons par le commencement. Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Vous savez, je vais vous dire, il faut être modeste dans la vie. Oui. Et puis il faut y aller, mettre sa pierre à l'édifice step by step. Hein.
et ne pas vouloir tout bouffer et puis arriver à rien du tout. Nous, si on arrive déjà à organiser nos ports français, c'est pas gagné, je vous le dis, mais si on avait la volonté, où il y a la volonté, il y a un chemin. Donc, ce que je veux dire, comment ? Citation qui vient au loin. Bon. Et à partir de ce moment-là, il faut impérativement avoir la volonté et on va trouver le chemin, il n'y a aucun problème. Hein. Mais à partir du moment où tout le monde joue le jeu, il ne faut plus qu'il y ait de... Enfin, vous savez, moi je ne suis pas contre les castes, mais à partir du moment où les castes s'entendent entre elles. Autrement, c'est le bordel. Donc, il faut impérativement qu'on chasse en meute. Fini, c'est la décision France. C'est vital pour l'enjeu économique. Nous sommes la deuxième puissance maritime, sauf qu'on risque de perdre des archipels avec l'augmentation de l'eau dans je ne sais plus combien d'années. Bon, bref, ça c'est les experts aussi, ça. Mais le fait est, c'est que de toute façon, il faut impérativement... nous, on était favorable pour un ministre de la mer. Bon, il n'existe pas. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il faut faire avec ce que l'on a. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir une dynamique gouvernementale et régionale aussi, et privée, qui fasse en sorte qu'on sorte par le haut les ports français et qui rayonnent au niveau international de façon efficace. Vous avez obtenu des assurances de ce point de vue-là de la ministre lors de votre entretien l'autre jour. Elle vous a conforté dans cette... Écoutez, monsieur, je ne suis pas un perdreau de l'année, j'ai 64 ans. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai vu quelques ministres passer dans les ports. Heureusement, pas beaucoup d'ailleurs, hein, mais quand même. Mais je dois dire qu'une ministre qui passe la journée complète pour essayer d'écouter, pour écouter, avec une capacité d'écoute comme cela, j'en ai rarement vu. Et donc, elle est consciente des problèmes, elle a pas fait de propositions, elle a écouté, et puis voilà, quoi. Donc c'est très important. Alors, dans ce qui est nécessaire pour porter un port, dans le contexte de la concurrence internationale, de la mondialisation, de la dureté des rapports de force, là, quelles sont pour vous les alliances locales, enfin, les coalitions locales qui sont absolument indispensables, puisque on a affaire à des armateurs mondialisés, on a affaire à des flux mondialisés, on a affaire à une concurrence extrêmement rude, on a affaire à des choix politiques qui peuvent être choix géostratégiques européens qui peuvent être contestés. Comment il faut qu'un port fonctionne avec les autorités politiques, les autorités territoriales, sa population? Comment vous voyez le portage d'un port en termes de marketing, en termes de commerce, en termes de dynamisme qui lui permet finalement de s'affirmer comme, oui, se mettre à jouer en première division, quoi. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est Aropa. Aropa est une réussite au niveau marketing, au niveau commercial. Tout ça, c'est très porteur. C'est une marque qui est connue au niveau international. Il faut garder ça. Bon, mais de là, maintenant, il faut qu'il y ait absolument une nouvelle gouvernance qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, et j'en reviendrai pas dessus, mais il faut changer cela aussi, et trouver un nouveau mode économique. Et je pense que c'est nécessaire, et c'est urgent de le faire. Il faut aligner quelle planète? Il faut en gros une cohérence de volonté des acteurs privés, des acteurs publics, des régions, oui, des collectivités locales, des moins d'État, plus de régions, plus de privés. Est-ce que c'est pas contradictoire à ce que vous disiez sur les baronnies? Est-ce que vous pouvez préciser votre propos là? Parce qu'on pourrait dire finalement on est allé à moitié de la réforme, on n'a qu'à privatiser ça ou faire de l'économie mixte un peu, enfin pas mixte. Monsieur, s'il fallait privatiser, en France on sait très bien que privatiser les ports ça ne pourra pas se faire. Faut pas non plus... Politiquement on voulait dire, hein, ouais. Je sais pas. Oui. Voilà. Bon, c'est mon point de vue hein, maintenant. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le tout État, c'est pas bon. Parce que si les ports français et la gouvernance des ports français est efficace, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est clair. Bon. Maintenant, les régions, plus de régions, oui, parce qu'ils mettent la main à la poche et ils ont le droit ils y sont d'ailleurs déjà. Il y a le contrat de plan, exactement.
mais aussi, je vous ai dit, le privé, il faut trouver le système pour que le privé soit plus présent dans la gestion des gouvernances portuaires. Est-ce que si je dis, disons, Le Havre joue en première division européenne, mais il est en milieu de tableau, pardonnez la trivialité, enfin c'est pour prendre des comparaisons, et le fait d'introduire, alors, en plus du canal Seine-Nord, un élément de concurrence sur le versant de la mer du Nord, c'est lui faire prendre le risque de le mettre en difficulté pour le maintien dans la catégorie dans laquelle il veut jouer. Est-ce que je résume votre position ou est-ce que de la déforme? Est-ce que non, moi, ce que je veux dire, pour faire comprendre moi, ce que je veux dire aujourd'hui, si j'avais une suggestion à faire, je dirais qu'il faut se poser. Il faut se poser globalement et revoir la situation globale de la situation des infrastructures portuaires. Je pense que on a fait des erreurs. Est-ce qu'elles peuvent être corrigées ou pas? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il est urgent de remettre les choses à plat et que l'on voit ça là rapidement. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais simplement, je pense qu'à un moment donné, il faut, on ne peut pas continuer, je l'ai déjà dit, comme cela, à aller en ordre dispersé. C'est intolérable. Et je crois que c'est extrêmement important pour les générations futures. Parce que là, ce que l'on fait, c'est que l'on engage pour les 10, 15, 20 et 30 ans à venir. Et dans le tour de la salle, là, il y a des gens qui... on sera peut-être plus là pour voir. Et le fait est, c'est qu'on engage... On a une lourde responsabilité, très lourde responsabilité. Et on n'a pas le droit, nous, d'engager les futures générations et il faut continuer à aller de l'avant au niveau maritime et portuaire, parce qu'on le sait très bien. Les experts, c'est toujours contestable, ils se trompent aussi, comme tout le monde, comme tout à chacun. Mais on sait très bien qu'il y a quand même toujours un ascendant de trafic qui est fait par voie maritime, et c'est le plus gros facteur. C'est à 85-90% des marchandises transportées, c'est par voie navale, par mer. Donc l'avenir est à nous. Hein, je veux dire. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi au moment où l'argent est rare et ainsi de suite. Mais c'est pas parce que l'argent est rare qu'il faut arrêter tout développement et tout dynamisme. Enfin, nous, on est très ouverts. Très ouverts, contrairement à des gens qui nous signifient qu'on veut tuer les autres ports et compagnie. Absolument pas, ce serait ridicule. On est français, on a, pour certains, pour moi, c'est la région France dans l'Europe. Donc le fait est, c'est qu'il faut qu'on se batte et puis qu'on arrive à avoir quelque chose de cohérent. Franchement, moi ça fait, je travaille depuis l'âge de 16 ans moi, sur le port du Havre. Ce que je veux dire, j'ai vu l'évolution du port et je suis persuadé qu'on a encore de l'avenir, mais comme tous les autres ports français, mais dans une stratégie bien établie. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'une commission comme la nôtre de discuter des sujets dont on vient de discuter? Parce que ça nous était reproché, ça. Donner la parole des représentants du port du Havre, s'interroger sur l'opportunité d'une discussion après les déclarations des députés, les contradictions. Finalement, est-ce que vous pensez, nous, je ne dis pas ça pour que vous vouliez à notre secours, mais qu'il est légitime qu'on pose... Oui, je vous réponds franchement. Oui. Je vais vous dire, le tout, c'est de ce qui sort de ces fameuses réunions, concertations et autres. C'est ça l'important. Je vous l'ai dit précédemment, il y en a ras-le-bol, honnêtement. Usine à gaz. Oui, des usines à gaz et puis des superpositions de rapports. Quand j'ai su que M. Valls avait fait des rapports, avait demandé aux parlementaires, sénateurs et députés des rapports, j'ai dit bon, encore un. Et tout ça parce qu'il fallait calmer le jeu dans les ports, ça bougeait et compagnie, mais c'est ridicule. La situation, tout le monde la connaît, tout le monde sait que ça ne peut pas fonctionner, mais comme on garde des précarés, et ben voilà. Vous savez, j'ai dit, nous assistons à une révolution maritime qui n'est pas finie.
Pourquoi révolution maritime? Parce que vous savez aussi bien que moi, les alliances qui se créent. Oui. Si nous ne faisons pas une révolution portuaire, nous sommes morts. Et donc, la révolution portuaire, il faut la faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut la faire. Et c'est une question de taille ou une question d'agilité? Comment? C'est une question de taille ou une question d'agilité? Parce que, en gros, ce que vous dites, c'est si on n'est pas à la hauteur, si on fait pas masse, et si on n'est pas suffisamment cohérent pour faire face à ça, on est mort. Oui. Mais en même temps, est-ce que la taille, est-ce que le poids, est-ce que suffisent aujourd'hui à définir les qualités qui sont nécessaires pour faire face à cette mondialisation, à la réduction du nombre d'alliances, à la puissance mondialisée des armateurs? Vous savez, c'est l'union qui fait la force. Hein. Oui. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous disperser non plus au niveau des ports encore, et vous êtes obligé de vous concentrer pour être de façon à être plus dynamique. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Bon, maintenant, je vous le dis, c'est un choix qui est à faire. Nous, en ce qui nous concerne, et le privé, vous savez, les gens parler comme nous on parle aujourd'hui. J'ai pas vu par le passé, il y a des gens qui sont déjà intervenus et qui ont dit que ça ne collait pas et que on allait dans le mur. Mais progressivement, on a vu que il y avait une stagnation des ports. Et j'espère que là, cette fois-ci, on va être écouté et qu'il va y avoir véritablement une vision et surtout que les gens prennent conscience de l'importance des ports français. On ne fait pas assez de lobbying, même aussi auprès du public, sur ce que sont les ports et ce que sont... on manque de pédagogie aussi là-dessus. C'est une pédagogie aussi qu'il faut faire aussi pour faire venir des jeunes sur nos métiers. Il faut donner l'envie. Il faut que la France ait envie que ces ports se développent. Il faut donner envie aux clients de venir dans nos ports. Si vous leur donnez pas de perspective, on n'y arrivera pas. Vous avez les investisseurs aussi. Les investisseurs, si jamais vous ne donnez pas envie aux investisseurs de venir parce que vous êtes frileux, parce que vous n'osez pas investir 300 millions et qu'en définitive vous allez perdre des parts de marché, les investisseurs n'iront pas sur les gens qui sont frileux. Ils iront vers les gens qui sont audacieux et qui vont de l'avant. Il faut arrêter d'être frileux dans notre pays. On a l'impression qu'on se cristallise l'instant T et qu'on ne veut plus sortir de cette cloche. Donc les conditions, outre la taille, c'est l'audace, l'innovation, voilà. La capacité d'opérer, la Exactement. formation, les smart ports, la Exactement. Mais voilà, le numérique aussi, oui. Le numérique, il faut absolument booster là-dessus. C'est important. Il faut avoir... Donc la cohérence que vous appelez de vos voeux pour tous ces sujets. Oui. C'est-à-dire métier portuaire, métier de la logistique, cohérence évidemment des infrastructures ferroviaires, portuaires, capacité commerciale partagée, ça. C'est sur tous ces sujets-là que vous appelez, je sais pas, Grenelle, des ports, peu importe le terme, si c'est pour, en tout cas pour que ça soit ou face à face la concertation avec les communautés portuaires. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce dont vous déplorez qu'actuellement ça soit insuffisant en gros. Oui, mais il faut... vous savez, aujourd'hui, c'est peut-être... moi, je pars du système, c'est que depuis des années, on est en guerre économique. Hein. Une guerre grave, très grave. Et que si on continue de cette façon-là, nous allons perdre la guerre. Hein. Et si on ne se ressaisit pas, et qu'on ne chasse pas en meute et qu'on n'ait pas de vision et d'audace, on dit toujours, comment on dit l'audace sourit toujours aux audacieux, non? C'est ça ouais, voilà. Bon, mais voilà ce que je veux dire. Et faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut surtout pas qu'il y ait de sujet tabou. Il faut tout mettre sur la table. Et à partir de ce moment-là, on arrivera à faire une politique digne de ce nom. Et vous savez, l'intérêt, c'est pas de détruire les autres. On n'est pas suicidaire dans notre pays. On a un pays qui est réactif, mais qui a perdu cette réactivité-là depuis quelques années, je crois. Et je me trompe peut-être. Hein, c'est quelqu'un qui a 64 ans qui vous dit ça. Mais je constate que on n'a plus l'audace d'avant.
Peut-être que je me trompe, et peut-être c'est l'âge qui fait ça. Mais moi, je dis une chose, c'est que il faut y aller, il faut foncer. Les jeunes et les moins jeunes, et les gens comme moi qui veulent encore travailler quelques années encore pour le bien, le bien commun, je crois que c'est essentiel de donner une vision. Sans vision, il n'y a pas de vision aujourd'hui, monsieur. Je suis désolé. Pas de vision. Donc, c'est l'obscurantisme total. Donc, voilà. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, merci d'avoir posé les termes du débat, pour le coup. Merci d'avoir donné votre position. Je crois que c'est un sujet qui est débattu par l'ensemble des acteurs, des communautés portuaires, par le grand public. Et donc, merci de votre contribution. Merci à vous.